Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance de méditation. À ce nouveau cours de SES. Pardon, je me suis trompé. Euh, Bonjour donc et bienvenue à ce nouveau cours de SES en ligne et en vidéo que nous allons commencer dans quelques instants. Vous pouvez noter le titre de la fiche 2 à la suite de vos notes. Préparez-vous psychologiquement, intellectuellement. Nous allons commencer. Je vous propose de commencer par noter l'introduction de cette fiche intitulée Massification ou démocratisation scolaire. Voici l'introduction. Si vous n'avez pas eu le temps de terminer l'introduction, je vous propose d'appuyer maintenant sur pause. Car j'aimerais que vous écoutiez ce qui va suivre sans prendre de notes. Je vais maintenant distinguer les deux concepts essentiels de cette fiche, le concept de massification et celui de démocratisation. Bon, je vais peut-être arrêter de parler comme ça. Bonjour à tous. Alors, vous avez vu que deux concepts sont essentiels dans cette fiche, dans cette problématique. C'est le concept de massification scolaire et le concept de démocratisation scolaire. Donc, vous voyez que dans le deuxième, on retrouve notre suffixe préféré, le suffixe -ation, qui va indiquer un processus. En fait, les deux concepts représentent des processus. Il y en a un qui est souvent perçu comme étant un petit peu péjoratif, négatif, c'est celui de massification scolaire, alors que le deuxième est plutôt vu comme étant un progrès, un progrès, euh, un progrès pour le système éducatif. C'est celui de démocratisation scolaire. La massification scolaire, comme vous pouvez le voir sur le document, correspond au fait que le système éducatif, français notamment, a accueilli à partir des années 60, 1960, de plus en plus d'élèves. De plus en plus d'élèves étaient accueillis au sein non seulement de l'école primaire, du fait de la hausse du nombre d'habitants en France, c'est ce qu'on a appelé le baby boom, mais aussi un accès de ces élèves à l'enseignement secondaire, donc collège et lycée, puis à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire après le bac. On va pouvoir constater à partir d'un certain nombre d'indicateurs que cette massification est effective, c'est-à-dire qu'il y a réellement une massification du système éducatif. Comment on peut distinguer la massification de la démocratisation? Dans démocratisation, on retrouve le mot démocratie et -ation. Il va donc falloir faire référence à l'un des objectifs de l'école que l'on a vu hier. Cet objectif est celui d'égalisation des chances.
Les individus doivent avoir de plus en plus de chances d'atteindre les mêmes positions sociales, quelle que soit leur position d'origine. Ainsi, on parlera de démocratisation scolaire lorsque la massification de l'école, c'est-à-dire la hausse du nombre et de la part des élèves scolarisés, s'accompagne également d'une baisse des inégalités, et notamment d'une baisse des inégalités dans l'accès aux formations, l'accès au baccalauréat, l'accès aux études supérieures, et également dans la réussite scolaire, c'est-à-dire dans le succès dans l'obtention des diplômes. La massification est-elle une démocratisation? C'est la question que l'on va se poser dans cette séance. Est-ce que la massification scolaire s'est accompagnée d'une baisse des inégalités? Si c'est le cas, on pourra dire que la massification représente aussi une démocratisation scolaire. Si ce n'est pas le cas ou pas totalement le cas, on pourra dire que la massification scolaire est effective, mais que la démocratisation scolaire n'est pas encore aboutie. Voilà pour cette petite introduction. Je vous propose maintenant de passer à la partie 1 de notre travail. Partie 1 donc qui va être une vidéo présente sur le site Dailymotion. Jean-Marc Daniel, donc un journaliste qui revient sur l'objectif 80% d'une classe d'âge au baccalauréat. Donc, je vous diffuse la vidéo. Quatre questions donc. En quoi atteindre cet objectif se traduit-il par de la massification scolaire? Donc, vous avez vu quelle était la définition de massification scolaire. Quels étaient les objectifs de Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Éducation nationale? Ces objectifs ont-ils été atteints? Et quelle est la conséquence de la massification scolaire selon le MEDEF? 80% d'une classe d'âge aura le bac. Jean-Pierre Chevènement, hein, qui... C'est une formule de Jean-Pierre met Chevènement. en musique cet objectif. Voilà, c'est en 1985. Et en fait, donc Jean-Pierre Chevènement est redevenu ministre puisqu'il avait quitté le gouvernement en 1983 en disant que un ministre, ça va faire pour sa gueule ou ça démissionne. Et il revient en 1984 comme ministre de l'Éducation. Et on est en pleine crise autour de la réforme du système éducatif. Il y a eu des manifestations contre la suppression de l'enseignement privé. Et donc il dit, l'enjeu, c'est pas l'organisation de l'enseignement, c'est le contenu, la qualité de l'enseignement. Bravo. Je vais rétablir l'élitisme républicain. Bravo. Alors cet élitisme républicain satisfait tous les nostalgiques de Jules Ferry, mais un certain nombre de gens disent c'est un peu ringard. Alors il rebondit là-dessus et en 1985, lors d'une émission télévisée, il dit en fait quand on regarde au Japon, il y a 80% d'une classe d'âge qui a le niveau du baccalauréat. Il n'y a pas de véritable baccalauréat organisé comme chez nous, mais 80% d'une classe d'âge a le niveau du baccalauréat et il n'y a pas de chômage. Nous avons 2 millions de chômeurs. Je prends l'engagement de faire en sorte que dans 15 ans, donc en l'an 2000, 80% d'une classe d'âge en France ait le baccalauréat et moyennant quoi nous aurons ramené le niveau du chômage à 1 million de personnes. Ce qu'on a oublié, l'objectif chômage qui était accolé. Les trucs, et on l'a complètement oublié. Alors, quand on fait le bilan de l'opération, trois remarques. La première, c'est que, suivant comment on mesure, il y a le taux d'échec, taux de succès au baccalauréat, c'est-à-dire le nombre de bacheliers rapporté au nombre de candidats, qui effectivement a dépassé les 80%. Quand on regarde les gens qui naissent une année, on atteint maintenant 79 à 80% dans ces gens qui ont le baccalauréat. C'est-à-dire là, on est en train de vérifier pour les gens qui sont nés en 1994, et il y en a 79% qui ont le baccalauréat. Donc l'objectif est à peu près atteint maintenant, mais il n'était pas vraiment atteint en 2000. Deuxième bilan, le niveau de chômage, lui, et du chômage des jeunes. Et troisième élément, il y avait à l'époque le MEDEF, qui s'appelait le CNPF à l'époque, avait réagi en disant si vous donnez le baccalauréat à tout le monde, il n'y aura plus automaticité entre le diplôme et l'accès à l'emploi. De même que le fait d'avoir appris à lire et à écrire a été une amélioration de la situation du pays, et ce sera une amélioration de la situation du pays si on élève le niveau scolaire, mais il faut à ce moment-là abandonner l'idée qu'il puisse y avoir une automaticité entre obtention du diplôme en question et accès à l'emploi. Jean-Marc Daniel, 8h moins le quart. Jean-Marc Daniel, 8h moins le quart. Le mec fait un peu le beau gosse quand même, hein, comme vous pouvez le constater. Ça me rappelle quelqu'un.
Bien. Alors, pour remettre un petit peu en perspective tout ça, je vous projette les réponses et je les commente pendant quelques instants. Donc, vous avez vu que l'objectif était d'avoir 80% d'une classe d'âge. Alors, une classe d'âge, c'est une génération, hein. On prend tous les individus qui sont nés, par exemple, en 1985, comme votre humble serviteur NDB, ici présent. Bonjour, né en 1985. Donc, vous prenez tous les individus qui sont nés en 1985 et votre objectif, c'est de faire en sorte que sur 100 individus nés en 1985, 80 aient le bac. D'accord? Sans préciser de quel type de bac on parle. Donc, on est bien ici dans la hausse de la part des enfants ayant accès au système éducatif, ici secondaire, puisqu'on parle on parle du baccalauréat, enfin du diplôme visant la fin des études secondaires, le baccalauréat donc. Donc, il s'agit bien effectivement d'un objectif de massification scolaire. D'accord? Donc, on est bien cohérent avec la problématique de la séance. Les objectifs de Jean-Pierre Chevènement. Donc, on l'a dit. Donc, Jean-Pierre Chevènement a été ministre de l'Éducation nationale sous la première présidence de François Mitterrand. Donc, président de Parti socialiste, président de gauche. L'objectif fait que 80% d'une génération doit avoir le bac à l'an 2000, d'accord? Donc un objectif à 15 ans. Donc on a 1985 hein, et on dit dans 15 ans, 80% d'une génération doit avoir le baccalauréat, d'accord? Quel était l'objectif de tout ça? Pourquoi en fait hein? Pourquoi Jean-Pierre Chevènement fixe cet objectif-là? Parce qu'il observe qu'au Japon, c'est le cas, 80% d'une génération a le baccalauréat et il n'y a presque pas de chômage. Et donc, ce que se dit Jean-Pierre Chevènement, c'est que il y a forcément une corrélation entre les deux indicateurs. Mais vous savez que cum hoc ergo propter hoc, on a vu ça depuis quelque temps, une corrélation n'est pas forcément une causalité. D'accord? Avec ceci, donc à cause de ceci, c'est un faux syllogisme, hein, cum hoc ergo propter hoc, ça veut dire avec ceci, donc à cause de ceci. Ce n'est pas parce que deux phénomènes ont lieu en même temps que l'un est forcément la cause de l'autre. Ok? Donc il y a eu peut-être, on va voir si les objectifs ont été atteints, mais au niveau des résultats, mais peut-être qu'il y a eu une mauvaise manière de penser le problème, puisque on va voir que les objectifs n'ont pas réellement été atteints, notamment en ce qui concerne le chômage. Alors, ces objectifs, question 3, ont-ils été atteints? L'objectif de 80% d'une génération, d'une classe d'âge qui obtient le baccalauréat a été atteint, mais avec un petit peu de retard. Hein, il n'a pas été atteint à l'an 2000, mais plutôt en 2015-2016, où on a eu 78-79% d'une génération qui a eu le baccalauréat. Attention à ne pas confondre deux choses. Il fait la distinction dans la vidéo. Il fait la distinction entre classe d'âge ayant le baccalauréat et taux d'obtention du baccalauréat. On entend souvent que 90%, le taux d'obtention du baccalauréat, c'est de 90%. 90%, il veut dire quoi? Il veut dire que 90% des élèves ayant passé le bac ont obtenu le baccalauréat. Mais il ne veut pas dire que 90% des élèves de cette génération ont le baccalauréat. D'accord? On est plutôt sur 80% des élèves d'une génération qui a le baccalauréat. Et entre 90 et 95% de ceux qui le passent l'obtiennent. D'accord? Vous avez vu que ce n'est pas le même dénominateur. Bon, si l'objectif de 80% a été atteint avec du retard, hein, dans les années 2010, entre 2010 et 2020, par contre, les conséquences, les effets en termes de chômage n'ont pas été les mêmes. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle plus de bacheliers va se traduire par moins de chômage, eh bien, cette prophétie n'a pas eu lieu. La prophétie n'a pas eu lieu. Alors pourquoi? Pour répondre à cette question, on peut aller voir des explications du côté des arguments apportés par le MEDEF. Le MEDEF, c'est un syndicat, Mouvement des entrepreneurs français, c'est ça que ça veut dire. C'est un syndicat majoritaire parmi les patrons, hein, les employeurs, d'accord? Donc plutôt un syndicat privilégiant des politiques de droite, hein, si on fait un petit peu de positionnement politique. Alors, quelle est la réaction du MEDEF à cette époque-là? C'est de dire que le bac peut être vu comme une ressource,
d'accord? Et cette ressource a une valeur qui est par définition accolée à sa rareté. Plus cette ressource est rare, et plus cette ressource dispose de valeur. Bon, c'est un petit peu comme les métaux précieux, l'or, c'est rare, donc c'est cher. D'accord? Mais si le bac est peu distribué, alors il a de la valeur. Si au contraire le bac devient une norme, si le baccalauréat devient quelque chose de normal, d'abondant, de largement distribué, alors il va perdre de sa valeur. Okay? C'est ce que l'on appelle l'inflation scolaire. Pourquoi l'inflation? Parce que c'est comme une monnaie. Une monnaie, plus plus elle est importante, c'est-à-dire plus elle est distribuée en quantité dans la société, et moins elle vaut quelque chose. D'accord? Donc, on a comme ça une espèce de conséquences négatives de l'abondance sur la valeur des choses. Hein. Plus quelque chose est abondant, plus une monnaie est abondante, moins elle vaut. Okay? Et inversement. D'où l'idée, d'où l'image de l'inflation scolaire. Donc, ça amène à l'idée qu'il n'y a pas forcément d'automaticité entre le fait d'obtenir un diplôme et le fait d'accéder à un emploi, à un emploi en fait en lien avec ce diplôme. Donc, qu'est-ce qu'on avait avant? On avait des chômeurs, d'accord? On est dans les années 80. Le chômage commence réellement à augmenter en France à partir de 1973-1974, hein, le premier choc pétrolier, la fin des 30 Glorieuses. Donc, on est en 1985. On a des chômeurs qui sont peu diplômés. Et qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où on a mis en œuvre cette politique? On va avoir des chômeurs qui vont rester chômeurs, mais qui seront des chômeurs diplômés, c'est-à-dire avec le baccalauréat. Okay, donc, posséder un diplôme n'a pas résolu le problème du chômage. Voilà. Voilà pour cette petite introduction. Je pense que vous avez eu le temps de noter les réponses à ces questions et on va pouvoir passer à un petit travail d'analyse statistique. C'est la partie 2, transition musicale. On se détend et on se prépare à affronter les chiffres. Ah, les chiffres, quel bonheur. Votre passion, ma passion, notre passion à tous. Top, fin de l'interlude musicale. Alors, nous allons mobiliser un certain nombre d'indicateurs de la massification. Vous pouvez noter au fur et à mesure quels sont ces indicateurs, comme ça vous allez pouvoir faire la liste sur votre cours. Le premier indicateur, c'est ce que l'on appelle le taux de scolarisation, c'est-à-dire, on le voit en bas, proportion d'individus d'un âge donné qui sont scolarisés par rapport à l'ensemble des individus de cet âge. D'accord? Donc, sur 100 individus ayant 18 ans, combien sont scolarisés? Et là, c'est le taux de scolarisation des enfants de 2 à 4 ans. Donc, sur 100 individus ayant entre 2 et 4 ans, donc vous avez la courbe verte pour les 2 ans, la courbe bleue pour les 3 ans et la courbe rouge pour les 4 ans. Sur 100 individus de 4 ans, combien sont scolarisés? D'accord? Voilà ce qu'on appelle le taux de scolarisation. Donc, premier indicateur. Deuxième indicateur, c'est toujours le taux de scolarisation qui va être analysé ici selon l'âge, d'accord? Mais selon un âge qui est un petit peu plus élevé que le document précédent. Là, c'était les 2-4 ans. Pardon. Et ici, on va avoir 11 ans, 15 ans, si je ne me trompe pas. Oui, 15 ans, effectivement. 18 ans, 21 ans, 25 ans et 29 ans. Donc, on va ouvrir notre réflexion à un public un petit peu plus âgé. Ensuite, deuxième indicateur. Donc, on a dit premier indicateur, le taux de scolarisation. Deuxième indicateur, la part de bacheliers dans chaque génération. Donc ici, c'est le document 3, la proportion de bacheliers dans une génération. Ça va nous faire penser à l'objectif de Jean-Pierre Chevènement. Hein, objectif 80% d'une génération ayant le baccalauréat. Quand on parle de génération, on parle en fait de classe d'âge. Hein, né en,
C'est ça qu'on appelle une génération. Né en ou né entre. Okay. Ensuite, troisième indicateur, après le taux de scolarisation et la part de bacheliers dans chaque génération, le nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur. Donc là, on est au-delà de l'enseignement secondaire, on est dans l'enseignement supérieur. Attention, spécificité du document, c'est un document qui est exprimé, dont les chiffres sont exprimés en milliers et non pas en pourcentage. Et enfin, quatrième indicateur, le taux de sortie de formation initiale selon le diplôme possédé. Taux de sortie de formation initiale selon le diplôme possédé. Donc ça veut dire que, on va voir comment on peut interpréter ça, mais la proportion de sortie de formation, de sa formation initiale, c'est celle qui s'oppose à la formation tout au long de la vie. Donc c'est quand pour la première fois, j'arrête mes études et je m'insère sur le marché du travail. Okay. Quel est le diplôme que je possède? Et on va voir qu'il s'agit d'une évolution. Okay. Voilà. Donc, voilà les 4 indicateurs que vous avez notés, j'espère. Taux de scolarisation, part de bacheliers dans chaque génération, nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur et taux de sortie de formation initiale selon le diplôme possédé. Ok. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de repérer les données entourées et de les interpréter dans une phrase. Donc pour le premier document, la donnée entourée, c'est 60, ici. Pour le deuxième document, c'est 43,2. Donc on est sur des pourcentages, ok, situés ici. Pour le troisième document, on va prendre 79,9%, celui qui est situé ici. Pour le quatrième document, il n'y a pas de données entourées, donc on ne va pas en entourer. Il s'agit de nombres, donc c'est des interprétations qui sont faciles, normalement. Et pour le cinquième document, nous avons 45% ici. Bien. Donc, je vous propose maintenant de mettre la vidéo sur pause et de me proposer 1, 2, 3, 4 interprétations pour les 4 données entourées que l'on a repérées. Donc, ce sont ces 4 données-là. Donc, mettez la vidéo sur pause parce que je vais donner immédiatement la correction. Break. OK. Alors, vous avez donc passé 1 ou 2 ou 3 ou 4 minutes à essayer d'interpréter ces données. Donc, voici la correction. Il s'agit à chaque fois de pourcentage de répartition, c'est-à-dire de pourcentage qui analyse la part de quelque chose dans quelque chose. Le taux de scolarisation, donc 60%, on va dire 60% des enfants, il faut que je regarde la classe d'âge, de 3 ans, d'accord? En 1970, alors en 1970, je vais peut-être commencer par ça, ce sera plus esthétique. 60% des enfants de 3 ans sont scolarisés. Hop. Voilà la signification de la première donnée. D'accord? Donc en 1970, 60% des enfants de 3 ans sont scolarisés, ce qui signifie que 40% ne le sont pas. D'accord? Ne sont pas scolarisés. 43,2, donc on est toujours sur le taux de scolarisation, filles et garçons âgés de 21 ans et en 2016. Donc on y va, mais cette fois-ci on va commencer par sur 100. En 2016, sur 100 filles et garçons de 21 ans, sur 100 filles et garçons de 21 ans, en moyenne, et on va arrondir à l'unité, 43 sont scolarisés. Ce qui signifie que 57 ne le sont plus. Alors on peut imaginer qu'à 21 ans, ils sont sur le marché du travail. Voilà. Donc même taux de scolarisation. Troisième indicateur, la part de bacheliers dans chaque génération. Attention, donc on n'est pas sur le même indicateur que les deux premières. 79,9%. Alors 79,9%, il semblerait que ce soit le total entre, si je vous remets le document sous les yeux, entre les 3 données qui sont entourées.
21,5, 18,3 et 42,1. Si vous faites le total de ces trois données, donc 40, 10 et 20, ça fait 70. 70. Ah non, ça va faire un petit peu plus. 21,5 et 18,3, ça fait 39,8, 39,9, 39,9, 41,9 et 81,9. Donc en fait, le total de ces trois. Ah ok, le baccalauréat technologique a été créé en 69. Ok, bon, mais écoutez, normalement, c'est censé faire on est censé faire l'addition proportion de bacheliers dans une génération en 2018. Normalement, le total de ça devrait être égal à 79,9, mais c'est bizarrement pas le cas. Donc, c'est peut-être une question d'arrondi, même si c'est un arrondi qui est important. En tout cas, on va considérer que c'est la proportion de bacheliers dans la génération de 2018. Ok, donc 79,9. Donc on est en 2018. En 2018, pardon. En 2018. Voilà. 79,9%. 79,9%. 79,9% des individus, alors de chaque génération, bah oui, mais 2018, c'est pas possible. Alors attendez, parce que là, il y a un petit problème. Il faut que j'observe, enfin, il faut qu'on arrive à déceler de quelle génération il s'agit parmi les individus nés la même année. Donc on va imaginer que c'est les individus qui sont nés en 2000, hein, parce que il faut avoir à peu près 18 ans pour avoir le bac, 17 ans. Donc ça serait sans doute les individus nés en 2000 ou en 2001. Donc 79,9% des individus nés en 2001 ont le bac en 2018. Voilà, on va être sur quelque chose comme ça. Ok, 79% des individus nés, là, bon, on va dire nés la même année, voilà, ont obtenu le bac, ou disposent du baccalauréat, ont le bac. Le baccalauréat. Ok. Qu'il l'ait obtenu en 2018, en 2017 ou en 2016, c'est pas grave. L'important, c'est de regarder sur une classe d'âge qui est-ce qui a obtenu le baccalauréat. Ok. Voilà pour la part de bacheliers de chaque génération. Et maintenant, on a un dernier indicateur, c'est 45%. Donc, 45%, là, il faut que l'on fasse une petite enquête. Il faut que l'on se pose la question de savoir si ce pourcentage de répartition, quel est le dénominateur en fait de ce pourcentage de répartition. Donc, est-ce que il est logique que le dénominateur soit en fin de ligne, c'est-à-dire qu'on fasse le total en fonction des années? Ben non, parce que en fait, ça voudrait dire que le dénominateur serait les individus sans diplôme et qu'il y en ait 39% qui soient sans diplôme en 1980. Donc, ça n'a pas de sens. Ok. Donc, en fait, si la valeur 100 est à la fin de quelque chose, elle n'est pas à la fin de la ligne, mais elle est plutôt à la fin de la colonne. Alors, est-ce que c'est le cas? 45 et 42, ça fait 87. Et 14, ça fait 101. Donc, c'est une histoire d'arrondi. Je pense qu'on est bon. On va vérifier pour 2004. 42 et 41, ça fait 83. Et 17, 100. 39 et 40, ça fait 79. Et 21, 100. Donc, on est cohérent. Le 100, le dénominateur est situé en fin de ligne. Ça veut dire qu'on est sur 100 individus en 2014, pardon, 45 correspond à la ligne. D'accord? Donc, sur 100 individus en 2014, 45 sont sortis de la formation initiale avec un diplôme du supérieur. Diplôme du supérieur, ça veut dire un diplôme supérieur au bac. OK? Donc, sur 100 individus sortis de formation initiale en 2014, 45 sortent avec un diplôme supérieur. 42 sortent avec le baccalauréat et 14 sortent sans diplôme. Donc, on est sur le total des individus qui sont sortis de formation initiale
en 2014. En 2014, ok, 45% des individus qui sortent du système éducatif, sortir de formation initiale, ça veut dire sortir du système éducatif, qui sortent du système éducatif, ok, disposent d'un diplôme du supérieur. Alors, diplôme du supérieur, je précise entre parenthèses que ça veut dire supérieur au baccalauréat. Voilà, donc premier indicateur que l'on a ici, le taux de scolarisation. Ok, je vais le marquer, taux de scolarisation, c'est le premier indicateur. J'insiste sur les indicateurs parce que dans le programme officiel, on nous dit explicitement, je vais vous lire ça, on nous dit comprendre l'évolution depuis les années 50 des principaux indicateurs mesurant l'accès à l'école et à l'enseignement supérieur, taux de scolarisation, taux d'accès à un diplôme et à un type de formation. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous maîtrisiez ces indicateurs-là. Donc, taux de scolarisation, c'était les deux premiers. Là, on avait la proportion d'une génération qui possède le bac. Alors, ça aurait pu être un autre diplôme que le bac. Hein. D'accord? Voilà. Et le troisième indicateur que l'on a ici, c'est sortie de formation initiale, donc sortie du système éducatif, avec un diplôme. OK? Voilà les différents indicateurs d'accès au système éducatif. Voilà. OK, donc il s'agit à chaque fois de pourcentage de répartition. Ces pourcentages de répartition, à chaque fois, vous devez bien identifier quel est le dénominateur pour pouvoir être sûr de bien interpréter ces données-là. OK? Voilà. Alors, on va maintenant rentrer un petit peu dans le détail pour voir si il y a vraiment une massification. Alors, où est-ce que l'on observe de la massification dans ces documents? À plusieurs égards, puisque l'on voit que de manière générale, il y a toutes les données qui sont en hausse. En tout cas, le taux de scolarisation est en hausse. Alors, à l'exception ici des enfants de 2 ans, hein, qui ont un taux de scolarisation qui est plutôt en baisse dans les années 2000, mais on parle des enfants de 2 ans. OK. On a à caractériser, ça sera la question 4. On a ici la part de bacheliers dans chaque génération qui obtient le baccalauréat. On voit bien qu'elle augmente fortement. Ici, toutes les données en nombre augmentent et le nombre d'individus qui sortent avec un diplôme du supérieur augmente également. Donc, on va voir qu'il y a bien un phénomène de massification. D'accord? Si on observe le document 3, puisque la question suivante porte sur le document 3, quels sont les baccalauréats qui ont fortement contribué à la hausse du nombre de bacheliers? Donc, on regarde ici le document 3 et vous voyez qu'il y a une petite particularité, c'est que le baccalauréat professionnel n'existait pas avant 1988. Okay, il a été créé à la fin des années 80 et donc, évidemment, toute la partie rouge que vous observez ici vient se superposer à la proportion d'individus ayant un bac technologique et un bac général, et donc va augmenter la proportion de bacheliers dans une génération en 2018. D'accord? Donc, le premier élément de réponse, c'est de dire que l'apparition du baccalauréat professionnel à la fin des années 80. Dis donc. L'apparition du baccalauréat professionnel à la fin des années 80 va automatiquement augmenter la proportion d'une classe d'âge
ayant le bac. Puisque des individus vont pouvoir, d'accord, accéder au baccalauréat via le baccalauréat professionnel, chose qu'ils n'auraient pas pu faire via un autre type de baccalauréat. Alors, par exemple, en 2018, la partie rouge, c'est 21,5%. Exemple, 21,5% des individus d'une même génération, d'une même classe d'âge, en 2018, ont un bac pro. Ça fait 20% en plus, si vous voulez. Avant, on n'avait pas ces 20%-là. Avant 1980, vous voyez que la courbe rouge n'était pas présente. Donc ces 20% viennent s'agréger, viennent s'additionner au, au pourcentage d'individus ayant un bac technologique et un bac général. Okay. Après, si l'on regarde quels sont les bacs entre le bac technologique et le bac général, les bacs généraux, pardon, les bacs technologiques et les bacs généraux qui augmentent fortement, ben, on voit que à la fin des années 80, début des années 90, les deux bacs technologiques et généraux augmentent fortement, donc on peut préciser ça. Hein. Les bacs généraux et technologiques voient leur proportion fortement augmenter au tournant des années 90. Vous voyez cette hausse qu'il y a dans les années, au tout début des années 90, on a une espèce de petit take-off là, qui va expliquer cette hausse, pour après finalement se stabiliser. Si vous regardez le baccalauréat général, on obtient environ 40% au milieu des années 90, donc en 95, hein, si je vous le projette. Ici, là, on est environ à 40% en 1995 et on termine en 2018 à 42%, c'est-à-dire une hausse de 2 points de pourcentage, ce qui n'est pas très significatif. Donc, à partir des années 90, on a une forme de stabilisation des bacs technologiques et des bacs généraux. D'accord ? Donc, on va préciser enfin ça. Vont fortement augmenter au tournant des années 90 pour se stabiliser ensuite. D'accord ? Pour se stabiliser ensuite. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait vraiment augmenter la proportion d'individus qui ont le baccalauréat ? Ben, c'est l'apparition du bac professionnel et la forte hausse des différents types de baccalauréat au début des années 90. On continue dans notre petite analyse statistique. Dans quel type, donc là c'est le document 4, ici, dans quel type de formation de l'enseignement supérieur le nombre d'étudiants a-t-il augmenté le plus fortement entre 1960 et 2017 ? Donc là je vais vous faire un petit calcul statistique. On va prendre la ligne université. Ok, les données sont exprimées en milliers, donc ça veut dire qu'il faut rajouter 3 zéros. Donc, entre 1960 et 2017, quel est le calcul le plus adéquat pour mesurer l'évolution du nombre d'individus qui sont inscrits à l'université? Donc, ils étaient 215 000 en 1960. Ils sont 2017 en 1642. Quel est le calcul le plus adéquat? Je vous laisse 1 minute ou 2 pour réaliser ce calcul, trouver le résultat et l'interpréter dans une phrase.
Alors, je suis sûr que vous vous êtes éclatés comme des petits fous pendant la dernière minute. Donc, quel est le calcul le plus pertinent? Vous avez 4 possibilités, hein. Étudier l'évolution en variation absolue, c'est-à-dire sans changer la donnée, sans changer l'unité de la donnée. Bon, peu pertinent ici, hein, en général peu pertinent en SES. Étudier cette évolution en pourcentage en faisant un taux de variation. C'est possible, mais vous allez obtenir une donnée qui sera très, très, très élevée, largement supérieure à 100%, donc peu parlante. Ok. Vous pouvez faire un indice, mais c'est souvent un petit peu lourd. Je pense que le mieux, c'était de faire un coefficient multiplicateur. C'est le plus simple en plus. Donc, il fallait prendre 1642. Donc, si on prend les universités, université, donc 1642, en fait, ça correspond à 1 642 000 divisé par 215. Et si vous faites ce calcul, vous allez obtenir environ 7,6. OK. Comment on interprète ça? 215, c'est 7,6 fois moins que 1642. OK. Donc maintenant, en français, à quoi correspond 215, à quoi correspond 1642? Ou inversement. D'accord? Donc, le nombre d'étudiants inscrits à l'université en 2017 et 7,6, on aurait pu arrondir à 8, hein, fois plus élevé que, alors quand, directement, qu'en 1960. 1960. Ok, voilà, un coefficient multiplicateur donc hyper simple qui met en évidence notre histoire de la hausse du nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur universitaire depuis 1960. Si on regarde ce qui se passe du côté des autres établissements et formations, on passe de 66 à 695, donc 66 000 à 695 000. Alors là, ça va être tous les étudiants qui vont être inscrits en école de commerce, en école d'ingénieur, alors pas en classe préparatoire, mais dans les écoles spécialisées type école d'infirmiers, d'infirmières, etc. Ok. Donc là, de 66 à 695, c'est facile. Les étudiants inscrits dans les autres formations ont été multipliés par 10 environ. Okay, je précise environ parce que c'est un calcul de tête et c'est un petit peu plus que 10. Voilà. Voilà pour la hausse des étudiants dans le domaine supérieur. C'est essentiellement à l'université et dans les autres formations que les étudiants ont largement augmenté. Si vous regardez les classes préparatoires, la hausse n'est pas si importante que ça. Hein. On avait 21 000 en 1960, on est à 87 000 en 2017. C'est important, mais ce n'est pas si important que ça. OK? Voilà. Bien. Alors, ce n'est pas si important par rapport aux autres formations. C'est ça qu'il faut voir. Écoutez, on va juste se terminer. Je ne sais pas combien de temps ça fait que la vidéo est lancée, mais on va juste se terminer avec la dernière question, la question 4, qui nous demande de nous appuyer sur les données les plus récentes de chaque document et de caractériser la massification de l'école et de l'enseignement supérieur en France. Donc, caractériser, ça veut dire décrire. Hein. D'accord? Donc, caractériser la massification de l'école et de l'enseignement supérieur. Donc, on a bien interprété toutes les données. Je pense qu'on va pas réinterpréter toutes ces données-là. Par contre, ce que j'aimerais vous remobiliser, c'est le nom des indicateurs. Donc, le premier, c'était le taux de scolarisation. Le taux de scolarisation, globalement, il augmente. Et il augmente notamment, si vous regardez le document 2,
pour les individus qui sont âgés. Alors, pour les individus qui sont âgés de 3 ans et 4 ans, il augmente à la fin des années 80, puis après il se stabilise, il ne peut pas augmenter plus parce qu'il est à 100%. D'accord? Mais si vous regardez le taux de scolarisation pour les enfants de 18 ans et de 21 ans, il augmente particulièrement. C'est le document 2. Donc, taux de scolarisation des individus âgés de 18 et 21 ans augmente. C'est le doc 2. Première information en ce qui concerne la massification. OK. Si l'on observe maintenant la part de bacheliers dans chaque génération qui obtient le baccalauréat, il augmente aussi. Donc, part de bacheliers, pardon, ce n'était pas le document 2, c'était le document 2. La part de bacheliers dans chaque génération augmente également. OK, ça c'est le doc 3. Enfin, on continue le nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur augmente. Là, c'est le document 4. Okay. Alors, si on regarde le total, hein, on passe de 310 000 à 2 680 000. Donc, on est sur une hausse qui est quand même assez significative. Hein. OK. Et enfin, on constate que les individus sortent de plus en plus de formation initiale avec un diplôme du supérieur. Puisque cette proportion passe de 15% en 1980 à 45% en 2014, ce qui signifie qu'elle a été multipliée par, je vous laisse trouver la réponse, easy, 15% à 45%, donc fois 3, ok, en 34 ans. Voilà une manière de caractériser la massification de l'enseignement, de l'école de l'enseignement supérieur entre 1970 globalement et puis aujourd'hui. D'accord? Donc, massification. Maintenant, ce à quoi l'on va réfléchir, alors pas maintenant, mais ce à quoi vous allez réfléchir après la pause, puisque vous allez faire une petite pause, c'est est-ce que cette massification est une réelle démocratisation? Et pour cela, on va travailler sur le document 2. En attendant, je vous laisse en musique. Vous prenez 5 minutes de pause et vous revenez pour faire la deuxième partie du cours.